tous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire spécialisé sur les emplois, les salaires et si on démêlait le vrai du faux. Donc on se retrouve ce matin pour un webinaire qui va durer une demi-heure et ensuite on sera disponible pour des questions-réponses. Je me présente Marlène Ribeiro, je suis directrice exécutive au sein du cabinet Michael Page et je serai accompagnée ce matin d'Antoine. Bonjour à tous, Antoine Lecoq, Managing Director chez Page Personnel. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je vais laisser Marlène présenter notre organisation. Alors, c'est important parce que c'est ça aussi qui va fixer le cadre de notre webinaire, hein, puisqu'on couvre pas non plus l'ensemble du marché du travail, mais on est essentiellement focusé sur les profils qualifiés. Je te laisse la main, Marlène. Alors, petite page de publicité, juste sur donc Antoine fait partie du cabinet Page Personnel et moi de Michael Page. On fait partie d'un même groupe qui s'appelle Page Group. C'est un cabinet international avec une implantation très forte en France. On existe depuis 86 en France. Et vous voyez une représentation. Nous sommes à Paris, mais pas que, bien évidemment. Toutes les grandes villes françaises sont également sur la carte. On a des bureaux à chaque fois dans ces villes. Et donc, effectivement, tout ce qu'on va vous présenter est sous l'angle d'observation sur la France entière et, comme l'a dit Antoine, sur des profils qualifiés. Donc, on intervient sous 4 grandes marques. Page Personnelle, qui s'occupe de l'intérim et du recrutement d'employés qualifiés, de techniciens, de cadres de premier niveau. Michael Page, qui prend le relais et qui fait de recrutement de cadres confirmés, mais également de l'intérim management et du management de transition. Et Page Executive, qui est notre cabinet de chasse pour des cadres dirigeants. Et la quatrième marque, qui va plus parler peut-être au DRH, Page Outsourcing, qui fait de l'externalisation de recrutement. Dans notre jargon, on appelle ça du RPO. Antoine, je te laisse présenter le sommaire de ce matin du webinaire. Bien sûr. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter la situation du marché de l'emploi à date et ainsi de donner aux candidats comme aux entreprises des clés pour bien comprendre le marché actuel et aussi essayer de faire tomber quelques idées reçues. Donc, on va dégager des tendances qui sont le reflet de ce que l'ensemble de nos équipes constatent au quotidien. On va aborder dans un premier temps les réalités du marché actuel. Enfin, ce que l'on peut attendre aujourd'hui en termes de rémunération et de typologie de contrat sur le marché. Et puis, dans une dernière partie, on verra quels sont les leviers d'un changement professionnel. Est-ce que c'est le bon moment pour amorcer un changement professionnel? Donc, quelques chiffres pour démarrer sur le marché de l'emploi. Donc, selon la DARES, qui suit un panel d'une quinzaine de sites, le nombre d'offres d'emploi en ligne depuis la rentrée du mois de septembre se situe au-dessus du niveau pré-confinement, soit le début du mois de mars, et malgré un fléchissement durant le deuxième confinement. Euh, Selon l'INSEE, entre juin et fin septembre 2000, l'emploi salarié a rebondi de 1,6%, soit 400 000 créations nettes d'emplois. Donc, il reste ainsi à fin septembre en dessous, évidemment, de son niveau d'avant-crise, hein, puisqu'on a aussi perdu des emplois, mais il retrouve un niveau comparable à celui que nous avions fin 2018. S'agissant de l'intérim, on parle beaucoup d'intérim dans ces périodes de crise. Alors, l'intérim a subi une chute brutale du nombre d'intérimaires en mission en avril et mai, hein, puisqu'il y avait un arrêt d'un certain nombre d'entreprises, et notamment d'usines, qui emploient beaucoup d'intérimaires. On constate une reprise, même si on n'est toujours pas revenu au niveau du premier semestre, qui était déjà aussi, c'est important quand on compare d'une année sur l'autre, en repli par rapport à l'année dernière en 2019. Enfin, selon l'APEC, pour les cadres, l'année 2020 devrait se solder par une baisse de 30 à 40%, qui dépend du dernier trimestre, pour lequel on attend à peu près 40 000 embauches. Donc c'est ce qui fait la différence entre les 170 ou les 200 000 qui serait le nombre total pour cette année. Donc ces embauches, selon l'APEC, concerneraient principalement les profils commerciaux, les professionnels de l'informatique, les fonctions R&D. Et entre janvier et septembre, on a une baisse de 33% par rapport à 2019. Alors, il faut aussi le replacer dans son contexte, hein. On vient de vivre aussi des années extrêmement dynamiques et des années records en termes d'emploi des cadres, puisqu'on estimait il y avait pas de chômage sur le marché des cadres ces dernières années. Enfin, de l'optimisme pour les projections sur l'année prochaine. Les projections du FMI et de la Banque de France, ainsi que le ministère de l'économie, anticipent une croissance de 6 à 7% du PIB sur 2021.
Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir avec Marlène ce que ça implique sur le terrain. Alors sur cette slide, l'idée c'est de démêler le vrai du faux qui est quand même le titre de ce webinaire. Et beaucoup d'idées reçues finalement sur la situation actuelle qui forcément est un peu plus angoissante, beaucoup plus indécise, manque de visibilité. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent les trois questions qu'on va se poser ce matin. La première, c'est est-ce que finalement tout est à l'arrêt en matière de recrutement? Si vous avez bien écouté Antoine, la réponse est déjà non. Bien évidemment, tout n'est pas à l'arrêt en matière de recrutement. Donc, les choses qui sont importantes à retenir, les offres d'emploi en ligne se maintiennent, même si, suivant les job boards, donc les sites où vous allez retrouver des offres d'emploi, on va être entre moins 10 et moins 15% par rapport à la même période l'année dernière. Mais bon, par rapport à cette période Covid, voilà, les offres d'emploi résistent bien. Les processus de recrutement se sont digitalisés. Ça, c'est la grande différence par rapport à l'année dernière, à la même période. C'est que finalement, cette période Covid a fait en sorte que tous les processus de recrutement se fassent davantage en visio parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et aujourd'hui, on estime qu'un processus sur deux a été complètement digital. Donc, il n'y a pas eu de rencontre physique entre les personnes pour aller au bout et aller jusqu'à la proposition. Bien évidemment, quand je vous dis que les choses restent maintenues en matière de recrutement, bien évidemment, il y a des différences de secteurs. Il y a des secteurs qui sont un peu moins touchés, même si tout le monde l'est un petit peu, mais l'IT, la supply, la santé, l'énergie se distinguent. Et vous avez d'autres secteurs qui sont un peu plus en difficulté. Bien évidemment, la restauration et l'hôtellerie, l'aéronautique, l'automobile, qui sont des secteurs qui sont un peu plus en difficulté. Alors ensuite, le deuxième préjugé, c'est est-ce que finalement les métiers en tension le sont moins? Est-ce que finalement sur des postes où on avait beaucoup de mal à recruter, est-ce que c'est plus facile? Bah, malheureusement, c'est faux. On a toujours des profils pénuriques en IT, en ingénieur, aussi sur le domaine de la santé, on a aussi des profils pénuriques. Pourquoi? Parce que vous avez une grande différence. Déjà avant Covid, il y a tellement un gouffre déjà entre la demande des clients, des entreprises et le nombre de candidats disponibles. Ce gap est très important et la période Covid n'a pas diminué ce gap. Et il y a un deuxième phénomène, c'est que les candidats sont beaucoup plus frileux à l'idée de changer de poste en ce moment. Et donc, vous avez des bons candidats qui attendent et qui ne se mettent pas forcément en recherche d'emploi. Donc, tout ça fait que finalement, les métiers en tension le restent toujours. Et enfin, une question également qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que les candidats élargissent leurs critères de recherche d'emploi? Et là, c'est oui. Alors, on a vu un phénomène sur cette année. Alors, certainement dû au confinement, bien évidemment, les personnes se sont davantage de poser de questions sur elles-mêmes. Il y a une forme de bilan, de remise en question. Et vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui, dans leurs recherches, s'ouvrent en matière de fonction, en matière de secteur et parfois même aussi de localisation géographique. Et je trouve que c'est aussi une grande tendance de cette année 2020. On va passer peut-être maintenant à la phase d'après, Antoine, sur la deuxième partie de ce webinaire. Oui, donc à quoi peut-on s'attendre en 2021, pardon. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse sur les salaires? Parce que ça, c'est un élément qui revient beaucoup dans le discours des candidats et dans les interrogations qu'ils peuvent avoir par rapport au marché du travail. Donc évidemment, compte tenu du contexte, les entreprises sont dans la maîtrise des coûts et donc de la masse salariale et donc on peut s'attendre quand même à une forme de stagnation des salaires. Selon une étude HR Voice qui a été réalisée auprès de plus de 500 entreprises, une entreprise sur 5 prévoit un gel des salaires l'année prochaine. Et lorsque la hausse est programmée, la hausse prévue sera évidemment moins forte que ce qui s'est passé ces dernières années. Donc malgré tout, Marlène en parlait, ça va pas concerner les profils en tension, hein, qui continuent de bénéficier de la forte attractivité du marché. Donc on parle beaucoup des développeurs, des techniciens de maintenance, des business développeurs également, qui sont importants dans cette phase de recovery et de reprise de la croissance. Vous pouvez évidemment consulter nos études de rémunération sur le sujet. Compte tenu de ces éléments, est-il possible encore de négocier son salaire?
ce qui peut paraître un petit peu difficile compte tenu de la période. Alors là, c'est vraiment en fonction des résultats de l'entreprise, de son exposition à la crise. On voit bien que la négociation n'est pas forcément ouverte dans tous les secteurs d'activité. Ça dépend aussi des perspectives que peut avoir l'entreprise l'année prochaine. Bon, comme dans toute négociation salariale, ce qui est important, c'est d'évaluer aussi ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, de quelle façon vous pouvez contribuer à la croissance de l'entreprise. Et puis, si vous sentez qu'effectivement la négociation est fermée, ça vous empêche pas de prendre date pour l'avenir en essayant d'obtenir de la visibilité, pardon, et quels seront les critères lorsque cette négociation sera à nouveau ouverte ou lorsqu'il y aura une reprise des augmentations, selon quels critères vous aurez la possibilité ou pas d'être augmenté. Ça vous permet quand même de prendre date. Alors, est-ce que d'un autre côté, les entreprises vont pouvoir profiter du marché pour proposer des salaires en baisse? Alors, on sait que ça peut quand même être un peu contre-productif parce que finalement, même si le salarié accepte, déjà, ça peut faire fuir certains talents qui vont pas continuer à suivre votre processus de recrutement. Mais on peut imaginer aussi que le salarié qui accepte reste à l'écoute parce que toujours mécontent du salaire qu'il a été contraint d'accepter dans une période un petit peu plus compliquée. Et puis finalement, si l'entreprise ne peut pas faire d'efforts sur le salaire, on sait très bien que d'autres éléments sont à prendre en compte, des éléments qui font partie de plus en plus des attentes des candidats. Alors les évolutions possibles, c'est un critère assez classique de la part du candidat pour essayer de se projeter dans l'entreprise, mais aussi la formation dont on parle beaucoup. On sait très bien que les métiers d'aujourd'hui seront peut-être pas les métiers de demain, donc les métiers vont évoluer, certains vont même disparaître, et donc l'enjeu de ces prochaines années, c'est la formation continue et c'est les parcours de formation que peuvent proposer les entreprises aux candidats. Les candidats sont très très sensibles sur ces sujets-là, donc là pour le coup, ça peut être aussi analysé comme un complément de rémunération. Et puis également la flexibilité. Alors, on va beaucoup vous en parler lors de ce webinaire, puisqu'on sait très bien que cette crise sanitaire a développé aussi des appétits en matière de flexibilité et aussi des pratiques d'entreprise qui sont en train de changer. C'est vraiment une attente majeure des salariés qui a été dopée par la crise et dont va vous parler Marlène en vous parlant également de la typologie des contrats sur le marché aujourd'hui. Oui, alors encore une fois, l'idée est de revenir sur des idées reçues. Alors normalement, il y a peut-être une slide juste avant sur les typologies de contrats. Antoine, peut-être Tout est-ce que à tu peux fait. remettre juste avant? J'y vais, excuse-moi. Aucun problème. Nous y sommes. Voilà, les typologies de contrats. Donc, encore une fois, en tout cas, démêler le vrai du faux. On entend particulièrement en ce moment l'idée reçue que les entreprises ne recrutent plus qu'en CDD et en intérim. Je peux comprendre finalement cette interrogation, c'est de se dire, on est sur un marché où on manque de visibilité, on se met à la place des entreprises. Est-ce qu'il faut vraiment recruter en CDI sur un moment où on manque de visibilité et donc pourquoi pas avoir recours massivement à des contrats courts. Alors c'est pas du tout le cas, donc on n'est pas du tout dans cette idée-là. Aujourd'hui, on a 66% des offres d'emploi en ligne qui sont des CDI et il n'y a pas de recours systématique à l'intérim. L'intérim n'accélère pas plus que le CDI, au contraire. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, même si sur le premier confinement, on a eu un arrêt net d'un certain nombre de recrutements, ça a été vraiment un effondrement au moment du premier confinement. On est vraiment sur aujourd'hui un comportement des entreprises qui sont en train davantage d'investir, certes restent prudents, mais sont en train d'investir et sont en train de recruter également énormément en CDI. Donc voilà une idée reçue qu'on balaye. La deuxième, là, concernant les candidats, est-ce qu'il vaut mieux attendre une offre en CDI en cette période difficile? Alors moi, je pense qu'il faut il ne faut pas se fermer des portes. C'est essentiel d'avoir une bonne expérience dans une entreprise, quel que soit le niveau de contrat. Donc, c'est une très bonne porte d'entrée. Parfois, s'il n'y a qu'un CDD dans un premier temps, c'est une manière, de continuer d'apprendre, de pouvoir se positionner peut-être derrière dans cette entreprise-là. Et puis finalement, derrière des typologies de contrats, vous avez également des avantages et des inconvénients. Vous avez vu sur ces dernières années et également sur l'année 2020 l'essor de certains types de contrats plus flexibles tels que le portage salarial, le freelancing. Et donc, effectivement, ces contrats peuvent finalement vous apporter quelque chose dont vous êtes en train
voilà, quelque chose que vous recherchez, qui est plus de flexibilité, de choisir vos missions, de choisir aussi vos horaires, mais derrière aussi avec des risques que de se retrouver sans chômage à la fin d'une mission, notamment pour des personnes qui sont à leur compte. Donc voilà, mais je pense que en tout cas, chaque contrat a ses avantages et c'est bien de prendre les choses dans son ensemble et de ne pas réfléchir qu'en CDI lorsqu'on n'a pas de CDI qui correspond bien à exactement ce qu'on recherche. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer en freelance? Oui et non. Les crises sont toujours, ce qu'on marque sur la slide, sont porteuses d'opportunités. Bien évidemment, vous avez des projets qui sont hyper intéressants et sur lesquels les candidats, les candidates vont avoir envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou sur une autre forme en tant que freelance. Je pense qu'il faut juste se poser la bonne question de est-ce que c'est en tout cas une typologie de contrat, une façon de faire, un mode de travail qui vous correspond, de bien se renseigner encore une fois sur les avantages et les risques aussi de cette activité-là. Et surtout, le conseil aussi, c'est avant de se lancer, c'est d'avoir un réseau, un début de réseau solide qui va vous permettre, au-delà de cette mission, peut-être d'aller en chercher une autre. Et puis également de la trésorerie pour démarrer, puisque quand vous allez facturer des entreprises, ils vont mettre un petit peu de temps à vous payer. Donc, il faut aussi avoir une base de trésorerie. Voilà, c'est quelques bons conseils pour se lancer sur cette activité freelance. Alors ensuite, sur le télétravail, alors bon, sans surprise, cette année a vu, en tout cas, le phénomène de télétravail être complètement catalysé par la période. Vous aviez énormément d'employeurs qui étaient très frileux à l'idée de proposer du télétravail à leurs employés. Bon, bah, ils ont dû s'adapter puisque avec le confinement, s'il n'y avait pas de télétravail, ils ne pouvaient pas travailler. Donc voilà. Et je pense que cette année a quand même eu ce bénéfice de faire switcher, d'amener des entreprises à considérer ce mode de travail et aussi à voir que ce mode de travail n'était pas à l'encontre d'idées de performance. Et ça a été, je pense, une grande nouveauté pour beaucoup d'entreprises. Alors bien évidemment, lorsque l'on goûte à la flexibilité, et lorsqu'on goûte au télétravail, les salariés se posent aussi plus de questions sur l'après-Covid et sur finalement le mode de travail qu'ils souhaiteraient avoir et quelle est la répartition qu'ils souhaiteraient avoir entre télétravail et travail au bureau. Donc aujourd'hui, sur la population de cadres, on considère qu'il y a 40% des salariés français qui ont accès au télétravail. Encore une fois, on parle de cadres. Les Français, lorsqu'ils sont en train de rechercher des offres d'emploi, dans les moteurs de recherche, le mot télétravail fait partie des 3 plus gros, les mots les plus utilisés dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est un vrai phénomène sur 2020. Et vous avez aujourd'hui 88% des salariés qui désirent conserver la liberté de choisir. Alors, la liberté de choisir, c'est pas 88% qui veulent faire du télétravail. Attention aussi sur ces idées reçues-là. Vous avez, et je pense que vous l'avez vu autour de vous également, ou même vous-même, être à 100% télétravail peut être aussi une souffrance pour un certain nombre de salariés qui, peut-être aujourd'hui le sont, mais recherchent pour demain quelque chose qui est plus balancé entre être au bureau et également d'être à la maison. Donc l'ensemble des DRH, alors 85% des DRH pensent que le développement du télétravail sera de façon pérenne et souhaitable et sont déjà en train de travailler sur justement comment vivra ce télétravail, à quelle dose, pourquoi faire, pourquoi on vient au bureau. Et donc finalement, ce sont des réflexions qui sont extrêmement intéressantes pour l'ensemble des salariés et pour trouver un mode de vie, un mode de travail qui soit flexible pour la suite. Donc, compte tenu de ces réflexions, maintenant, on va s'interroger sur les perspectives pour 2021. Est-ce que c'est le moment de changer? Et pour le coup, vous allez voir un petit peu les questionnements qu'on peut avoir en ce moment, hein, de la part des salariés. Donc, lorsque l'on se pose des questions pour amorcer tout changement professionnel, en cette période de crise sanitaire, de confinement, pour certains, de chômage partiel pour une partie des salariés, cela a stimulé beaucoup de temps aussi de questionnement chez beaucoup de salariés. Donc on l'a vu, il y en a beaucoup qui remettent en cause leur qualité de vie, puisque les temps de transport grâce au télétravail n'ont pas été les mêmes. Donc ça vous permet aussi d'avoir une autre forme
de balance vie privée, vie professionnelle. Donc on peut remettre en cause cette qualité de vie. Alors parfois par un repositionnement en région versus l'Île-de-France par exemple, ou en axant ses recherches vers des plus petites villes. Ça peut être une remise en cause des pratiques de son employeur aussi. Les employeurs, la réaction des employeurs par rapport à cette crise sanitaire et son adaptabilité, notamment par rapport à la flexibilité au télétravail, a été très regardée par les salariés. Comment est-ce que cette crise a-t-elle été gérée? De quelle façon finalement l'entreprise s'est adaptée à la situation? Euh, et puis, ça peut être une remise en cause un peu plus globale de sa carrière professionnelle et de sa vie, tout simplement, puisque on l'a vu, hein, ces périodes d'inactivité pour certains, de manque de lien social avec l'entreprise et avec ses proches, hein, puisque pour le coup, ça a été aussi limité. Ces temps de réflexion ont aussi été autant d'opportunités pour réfléchir à un certain nombre d'éléments. Alors, on a beaucoup pris, pour exemple, notamment les professionnels de la santé, hein, dont on sait qu'ils, notamment si on prend les médecins dans le cadre hospitalier public ou les infirmiers, c'est des métiers qui étaient déjà sous tension, en tout cas avec des conditions de travail difficiles. Donc, on a vu qu'un certain nombre ont soit changé de voie, entre le premier confinement et le deuxième, soit se sont tournés vers le privé. En libéral ou en laboratoire par exemple pour avoir une rémunération revalorisée. Ce type d'exemple est assez fréquent. Nous on le voit à travers les candidats qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut savoir, pardon, avant d'agir, avant de prendre une décision? Il faut évidemment, comme dans tout contexte, hein, c'est pas spécifique au contexte qu'on a aujourd'hui, mais il faut évidemment faire un point sur ses aspirations, qu'elles soient salariales, qu'elles touchent à votre qualité de vie, on l'a vu, à votre besoin de nouvelles responsabilités. Et lorsque ce travail est fait, il faut déjà vérifier auprès de votre entreprise sa capacité ou sa volonté de répondre à vos attentes. Donc ça, c'est une première hypothèse qui est importante parce que finalement, quelquefois, on n'a pas de visibilité non plus sur d'autres types de responsabilités. On n'est pas certain parce qu'on n'a pas vu d'exemple de mobilité ou d'évolution de carrière. Et dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, on n'est peut-être pas toujours certain non plus que l'entreprise soit adaptable en termes de flexibilité. Donc, c'est déjà une réflexion qu'il faut amorcer avec sa propre entreprise pour valider ou pas le fait qu'elle puisse répondre à vos attentes. Et puis après, effectivement, on peut s'interroger si on doit changer ou pas d'entreprise. Dans ce cadre-là, évidemment, il faut s'assurer de la solidité financière de l'entreprise, de savoir dans quelle mesure aussi ces perspectives peuvent être impactées par la crise actuelle. Ce qui est important aussi, c'est de se renseigner sur sa vision, sur la culture de l'entreprise. On sait que les attentes des candidats sont de plus en plus fortes en la matière et on accompagne beaucoup au sein de notre cabinet les clients aussi pour qu'ils valorisent ces éléments de parcours, de formation, de culture d'entreprise. Euh, c'est un sujet qui est très important. Et puis, on sait aussi que l'intégration joue un rôle déterminant sur la réussite ou l'échec d'un recrutement. Donc, c'est aussi important, et là, c'est vraiment lié à la période, de l'évoquer pour comprendre aussi auprès de votre futur employeur de quelle façon vous allez être onboardé, de quelle façon vous allez être intégré dans l'entreprise. Donc ça, on sait que c'est vraiment un facteur déterminant dans la réussite d'un recrutement. En cas de changement de région, on l'a évoqué, pour le coup, il faut se renseigner évidemment sur le marché local, donc valider les éléments pratiques d'intégration, le logement, les infrastructures, des choses assez classiques. Mais il faut bien comprendre que c'est un véritable changement de vie et c'est aussi un changement pour votre conjoint, pour vos enfants. Donc c'est un choix familial. Donc il faut aussi intégrer tout le monde dans ce choix-là, parce que là aussi, c'est un facteur de réussite ou d'échec de la mobilité. Finalement, vous allez sans doute occuper un poste assez proche ou équivalent de celui que vous occupiez. Donc la problématique, elle s'oppose davantage peut-être pour votre environnement proche. Et enfin, ça a été évoqué par Marlène, dans la mesure où vous souhaitez créer votre entreprise ou devenir freelance. Là, c'est un choix aussi qui est retenu par de plus en plus de professionnels. Donc, il faut concevoir un business plan solide. Donc, il faut faire cette démarche, en tout cas, ça c'est certain. Et puis, définir aussi les avantages, mais aussi les inconvénients de ce type de statut. Tout le monde n'est peut-être pas prêt à se tourner vers ce type de statut. Donc, il faut bien comprendre aussi quels sont les écueils potentiels. Donc, on voit bien que les questions que se posent les professionnels sont un véritable défi pour les entreprises. Et donc, la rétention est un enjeu majeur que va aborder maintenant Marlène.
Exactement. Alors, il y a deux aspects en fait sur la partie entreprise. Premièrement, dans une phase finalement d'attractivité en matière de recrutement. Donc, je pense qu'il doit quand même y avoir aujourd'hui des bonnes pratiques des employeurs au moment du recrutement. Et puis, vous avez la rétention des collaborateurs qui sont chez vous. En matière de recrutement, ce qui est extrêmement important, aujourd'hui, les candidats posent énormément de questions sur la façon dont l'entreprise a passé l'année 2020, sur les choix qui ont été réalisés, sur ce qui a été proposé aux collaborateurs pendant toute l'année 2020, également sur la solidité financière de l'entreprise, là sur une période où on envisage la sortie de la crise, et également les projets de l'entreprise. Et ça, c'est assez nouveau de poser toutes ces questions sur une année qui vient de se passer, sur la solidité financière et sur les projections. Généralement, les candidats étaient plus sur les projections. Donc, il faut pouvoir apporter tous ces éléments de réponse pendant les entretiens pour rassurer les candidats qui forcément parfois sont en poste et pour démissionner vont éviter de prendre le moins de risques sur la culture d'entreprise ou sur la solidité financière de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, à date, il y a énormément d'onboarding qui se font en digital, en virtuel. Donc, les bureaux ne sont pas tous ouverts. On préconise encore le télétravail. Et du coup, pendant toute l'année 2020 et encore sur cette fin d'année, et j'espère pas trop longtemps sur 2021, mais on a encore de l'onboarding qui est virtuel. Et là, il faut faire extrêmement attention parce que c'est très difficile d'arriver dans une entreprise, de connaître personne, de tisser un réseau alors même que tout est en virtuel. Donc, c'est extrêmement compliqué. Tous les plans de formation, mais ça, je pense que les entreprises ont déjà planché pendant toute l'année 2020 sur des plans de formation qui sont davantage digitaux. Et surtout de faire adhérer l'employé, le salarié, à cette culture d'entreprise. Et on sait que généralement les bureaux participent justement à cette culture-là. Et il va falloir le faire uniquement en virtuel le temps que les bureaux puissent ouvrir de nouveau. Donc ça, je pense que c'est les deux grands challenges en matière de recrutement. Et ensuite, sur la rétention, moi, je trouve que sur la fin d'année, je trouve qu'on a plus de candidats on a énormément de candidats qui ne se sont pas mis en recherche en 2020, qui ont essayé de faire le dos rond sur l'année et qui sont en train d'accélérer en tout cas leur réflexion pour un départ en 2021. Et dans ces candidats, vous avez énormément de haut potentiel. Et donc, je pense qu'il va être extrêmement stratégique pour les entreprises d'investir dans les collaborateurs, d'investir dans tous les collaborateurs, de faire attention au potentiel, de limiter le turnover et pour cela, de projeter les personnes, de pouvoir les embarquer sur des projets et de les former. Donc, Antoine avait parlé de tous les plans de formation qui vont être extrêmement importants sur 2021 pour créer de la rétention. Donc ça va être l'enjeu majeur des entreprises. Il va falloir continuer à communiquer de façon transparente. Alors ça a été vrai sur toute l'année 2020 pour toutes les entreprises, mais vous avez également sur 2021, en matière de recrutement ou en matière de rétention, les salariés ont parfois peur de l'après-Covid. Est-ce qu'il va y avoir des restructurations? Comment l'entreprise va se remettre de cette situation? Et donc, il est important de communiquer, communiquer, communiquer de façon transparente, de manière aussi à rassurer et à créer de la confiance qui va être extrêmement importante sur cette fin d'année. Donc voilà, sur l'ensemble de ce webinaire, je pense que si on doit conclure, bien évidemment, ce marché, il est fluctuant, bien évidemment, il est un peu plus angoissant, on a moins de visibilité, mais néanmoins, il y a des opportunités à saisir. Cette année a eu, je pense, le bon côté aussi de faire en sorte que les personnes réfléchissent à elles-mêmes aussi et à ce qu'elles voulaient aussi dans la vie, à se remettre en question aussi les choses. Et il peut y avoir du bon aussi dans toutes ces réflexions. Est-ce que c'est le moment de changer de poste? Je pense que bien évidemment, tout dépend de la situation de chacun. Il faut pouvoir comparer les bénéfices d'un changement versus les risques, mais ça c'est vrai pour toute période et ça l'est d'autant plus sur cette période. Antoine, peut-être je te laisse compléter
Peut-être sur Oui, du bien sûr. Alors, effectivement, ce qu'on peut retenir du webinaire, hein, alors chacun va prendre ce qu'il va souhaiter dans ce webinaire, mais finalement, ce qu'on note, c'est qu'on avait déjà des tendances en matière de flexibilité. On avait des tendances assez fortes en termes d'exigence de formation, de transparence de la part des entreprises, sur le parcours d'évolution, sur la rémunération, sur la culture d'entreprise, diffuser davantage, notamment lors des entretiens de recrutement, quelle est la vision de l'entreprise, le sens, donner beaucoup de sens au poste, à l'activité de l'entreprise. Donc c'est déjà des trends qu'on avait notés déjà depuis cette année, l'année dernière et ces dernières années. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une exigence encore plus forte dans ce domaine de la part des salariés, également de la part des entreprises, hein, il ne faut pas se le cacher. Il y a un petit peu moins d'offres dans un certain nombre de secteurs. Les entreprises n'ont pas envie de se tromper non plus, puisque c'est des recrutements encore plus stratégiques. Donc il y aura aussi une exigence assez forte de leur part. Mais voilà, le marché reste quand même assez dynamique. Alors évidemment, peut-être pas dans tous les secteurs, mais dans un certain nombre. Et les perspectives, on l'a vu en tout début de webinar pour l'année prochaine, sont plutôt bonnes. On a sans doute, je l'espère, vécu le plus difficile. Et en tout cas, on l'a pas dit, mais la confiance des chefs d'entreprise est plutôt revenue aujourd'hui. Donc il faut intégrer toute cette nouvelle dynamique dans votre recherche d'emploi et côté entreprise aussi, dans votre sélection des candidats et dans votre façon de présenter le poste et votre entreprise aux futurs salariés que vous souhaitez employer. Donc on va passer maintenant sans doute aux questions-réponses. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions Oui. qui sont déjà apparues. Tu veux peut-être démarrer, Oui, Marlène? alors j'ai commencé à regarder certaines de vos questions. Donc l'idée maintenant, on a 38 minutes donc de webinar et là maintenant on passe aux questions-réponses. Alors j'ai une question de Robert qui pose une question sur est-ce que les recruteurs sont maintenant plus ouverts au télétravail, y compris pour les managers? Grand oui. Je pense que très honnêtement, avant période Covid, parfois parler du télétravail en entretien était parfois pouvait se retourner contre le candidat. Certains clients, certaines entreprises vivaient mal en fait ce type de questions sur le télétravail. Ça s'est beaucoup plus démocratisé avec cette année et ça a été un des bénéfices de la période Covid. Il faut bien qu'il y ait un bénéfice et c'est celui-là. Et donc, oui, effectivement, les employeurs s'attendent à cette question sur le télétravail. Je pense que vous-même, lorsque vous êtes dans un processus, il est bon déjà de poser la question sur ce qui a été fait sur cette année 2020. Ce sera déjà un très bon indicateur pour voir le comportement de l'entreprise pendant l'année 2020. Peut-être aussi de questionner sur les changements justement de forme de travail sur 2019, 2020 et 2021 et sur ce que l'entreprise envisage sur 2021. Donc tout ça, ce seront de très bons indices pour vous pour savoir quelle va être la culture de l'entreprise. Et bien évidemment, y compris pour les managers, qui était aussi votre question. Donc grand oui. Alors j'ai une question de Daniel qui est à cheval sur 3 métiers, selon ses expériences et ses formations: chargé de recouvrement, assurance et chargé de clientèle. Du coup, elle se retrouve, selon elle, pas complète dans chacun des métiers. Comment doit-elle faire pour se positionner sur le marché? Alors, si j'ai bien compris, ces 3 expériences, enfin ces 3 expertises que vous relevez sont liées à la fois à vos expériences et à vos formations. Encore une fois, le marché du travail est beaucoup basé sur votre opérationnalité. Donc je pense qu'il faut s'attacher plus à vos expériences, hein, de travail, en tout cas si elles correspondent à vos aspirations, hein, ça c'est encore autre chose. Mais je pense que, sur ces 3 domaines, il faut privilégier ceux pour lesquels vous avez une expérience et admettons que vous ayez une expérience à la fois dans le recouvrement ou en tant que chargé de clientèle. Là pour le coup, c'est plutôt une chance, je pense, c'est plutôt une richesse, d'avoir cette polyvalence. Et alors, si on doit donner des recommandations, est-ce qu'il faut choisir plutôt l'une ou l'autre voie? Je pense que dans le recouvrement, malheureusement, il y aura sans doute des besoins. Il y en a déjà de plus en plus depuis cette année. Sur des postes de chargé de clientèle, alors après, encore une fois, ça dépend du secteur dans lequel vous travaillez, évidemment. Hein, je ne veux pas faire une réponse trop générique, mais là aussi, il y aura des besoins. À vous de vous positionner en fonction du poste, mais pour moi, c'est quand même davantage une richesse et de vous baser quand même plutôt sur vos expériences que sur une formation, sauf si effectivement vous souhaitez aussi, comme on l'a dit durant ce webinaire, changer de carrière. Et à ce moment-là, bah, effectivement, il faut faire un bilan de compétences
pour s'assurer que l'expérience que vous avez, vos soft skills, votre personnalité, votre engagement vous permet, qu'est-ce qui va vous permettre d'aller sur un poste qui peut s'appuyer sur votre formation. On est à votre disposition, en tout cas dans le cabinet, si vous voulez nous écrire, en tout cas prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous conseiller. C'est un peu difficile d'aller plus loin sans avoir une vue de votre parcours. Alors ensuite, on a une question de Frédéric qui pose une question sur l'évolution du nombre d'indépendants qui sont demandés par les entreprises. Alors, j'ai pas les chiffres d'augmentation année après année. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le marché des freelances, on est sur moins d'un million de freelances, mais c'est déjà énorme. C'est un million, quasiment un million. C'est un petit peu plus c'est entre 900 000 et 1 million de freelances sur la France. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque année, on a eu une augmentation chaque année. Cette année, on a eu énormément encore de création d'entreprises. Je n'ai pas les chiffres en tête sur l'année 2020, donc je ne pourrais pas vous les donner comme ça. Mais on peut se contacter sur LinkedIn et j'essaierai d'avoir les informations pour vous les donner. Mais c'est un vrai phénomène de fond et ça s'accélère d'année après année et ça va continuer de s'accélérer. On a noté quand même sur certains projets un peu moins de demandes de freelance sur la fin de l'année, là, sur la fin de l'année 2020. On pense que ça va se réaccélérer sur début 2021. Mais en tout cas, on continue ce phénomène et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on en a beaucoup parlé en webinar. C'est un phénomène de fond du marché français. Je complète avec une autre question là, qui est très Ouais, précise de Robert. De Robert qui est juste, en tout cas, voilà, qui est pas très loin derrière. Très vite, parce qu'effectivement, Robert demande une question sur le marché des data scientists et des data analysts. Alors, c'est une niche, mais je vais vous répondre, Robert. Oui, très forte demande. On est sur des métiers qui sont en tension, sur les data scientists et data analysts. Donc, oui, il y a encore énormément de demandes. Type de contrat, énormément CDI ou freelance. Les salaires, tout dépend si vous êtes data analyst ou data scientist, mais les data scientists s'envolent très très vite mais les fourchettes sont très larges. Hein. On a des personnes qui sont entre 50 000 et 80, 100 000 suivant les spécialités. Énormément de demandes en cabinet de conseil, en ESN, dans les domaines bancaires. On a également énormément de demandes en ce moment. Tout ce qui est actuariat également, qui demande énormément sur la partie data. Durée d'émission, on est plutôt sur du 6 mois quand on est en freelance. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Robert. Alors, il y a une question de Laetitia aussi qui nous dit dans les verbatims, j'observe fini le public, je passe dans le privé. Est-ce une tendance constatée? Alors pour le coup, Laetitia, l'exemple que je donnais notamment, il n'y en a pas qu'un évidemment, j'y reviendrai, mais l'exemple que je donnais, c'était les infirmiers en milieu hospitalier public, pardon, qui pouvaient, pour des raisons de conditions de travail et aussi de salaire, faut pas se le cacher, passer dans le libéral ou dans les laboratoires. De la même, alors là pour le coup, c'est une tendance qu'on observe, mais de la même façon, les aides-soignants, par exemple, ne sont pas concernés de la même façon, parce que s'ils quittent l'hôpital public, ça va être par exemple pour travailler dans des EHPAD où les conditions de travail sont pas forcément beaucoup plus confortables et où les salaires, en tout cas, ne sont pas forcément plus importants. Alors que s'ils restent dans le public, ils ont toujours la possibilité de passer des concours et d'évoluer différemment. On sait aussi que, notamment dans les collectivités, on peut avoir sur certains niveaux de poste des rémunérations qui sont quelquefois plus favorables que dans le privé. Donc en fait, on n'a pas de tendance nette qui partent dans un sens ou dans un autre. Il y a des basculements du privé au public. C'est lié, comme vous le constatez là, à des secteurs d'activité, à des niveaux de responsabilité aussi. Quelquefois, on peut être limité dans le public ou dans le privé. Et puis, j'en ai pas parlé là, mais j'imagine que c'est évident pour tout le monde. La garantie de l'emploi aussi, la sécurité du travail est un élément quand même important pour la plupart des salariés, donc qui peuvent ne pas vouloir passer dans le privé. Donc, il n'y a pas de tendance, en tout cas définitive. C'est plus en fonction des secteurs et des fonctions. Alors, j'ai une question de Camille qui est jeune diplômée qui me demande si les entreprises seront plus frileuses à l'embauche de jeunes diplômés type doctorat qui prendra peut-être plus de temps à former. Alors Camille, c'est une réalité. On le sait que les jeunes diplômés ont été plus touchés par cette crise, avec énormément de jeunes diplômés qui ont retardé leur entrée sur le marché et qui ont parfois fait des stages, des masters spécialisés, enfin qui ont essayé de gagner du temps
pour ensuite arriver sur le marché du travail un peu plus tard. Très honnêtement, je l'espère que les entreprises recruteront davantage encore de jeunes diplômés. Il y a des offres d'emploi, il faut quand même, c'est sûr que c'est plus difficile, mais il faut s'accrocher pour dans la recherche. Et Camille, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer votre candidature, on essaiera de faire ce qu'on peut sur votre candidature. Mais normalement, les choses devraient rentrer, j'espère, un peu plus dans l'ordre sur l'année 2021 et j'espère une accélération sur les recrutements de jeunes diplômés qui effectivement demandent plus de temps de formation et de montée en compétences, mais qui sont la relève et qui sont extrêmement importantes dans les entreprises pour demain avoir des personnes formées pour gérer des projets, pour manager. Et donc, il est extrêmement aussi important d'investir sur des jeunes diplômés en ce moment. Alors une question d'Isabelle, les sociétés, alors j'aime bien cette question, les sociétés ne vont-elles pas chercher non plus le mouton à 5 pattes, mais le mouton à 6 pattes? Donc c'est un vrai risque du marché. Alors j'espère que ce webinaire va contribuer à faire changer un peu les états d'esprit, mais c'est un sujet sur lequel on accompagne nos clients aussi, puisque on l'a dit aussi, hein, sur les profils qualifiés, il y a quand même encore une attractivité assez forte du marché, il y a quand même un marché qui reste dynamique. Donc c'est vrai que les profils à rallonge, et on le constate un peu dans certains secteurs ou certaines fonctions, d'avoir des process qui s'allongent, font perdre un certain nombre de talents en cours de process, ça c'est certain. Heu et pour le coup, heu, peut y avoir une tendance de la part des entreprises effectivement, on a un petit peu moins de recrutement à réaliser, on va allonger les process, on va mettre un peu plus d'interlocuteurs dans le process, on va s'assurer que ce candidat va convenir, au plus de monde possible. Ça peut être, je pense contre-productif, pour l'identification, des talents et aussi, ça peut ne pas donner, u une image très favorable pour le candidat qui a suivi un process très, très long, par rapport à la suite de sa carrière dans cette entreprise. Donc, c'est déjà un phénomène contre lequel on essayait de lutter, avant cette crise, hein, d'essayer de raccourcir les process tout en gardant un niveau d'exigence, assez fort, hein. C'est normal pour les entreprises, mais essayer de raccourcir des process et essayer de s'attacher, à des données, à des compétences, à des données les plus rationnelles possibles, et à multiplier peut-être s'il doit y avoir plusieurs entretiens, on va les faire le même jour ou lors de la même séquence, plutôt que, d'allonger trop fortement les process. Alors, pour répondre définitivement à Isabelle, oui, je pense qu'effectivement, il y aura certains process qui vont se rallonger un peu et un niveau d'exigence qui va être, sans doute un peu plus important, sur le marché. Alors, je vais regrouper deux questions qui sont celles de Vincent et de Bertrand. Donc, Vincent qui pose une question sur l'existence réelle d'un marché intérimaire pour les cadres et Bertrand qui questionne davantage sur l'évolution sur le management de transition. Alors, oui, il y a un marché intérimaire pour les cadres. En fait, vous avez deux types de marchés. Vous avez un marché d'intérim parce qu'à un moment, vous avez un accroissement d'activité, parce que il y a des remplacements pour congé maternité, arrêt maladie. Donc, il y a un vrai marché sur l'intérim de cadre. Dans votre question, vous nous dites que vous ne voyez pas ce type d'offre. Concernant notre cabinet, il faut que vous alliez regarder sur Michael Page Interim Management. Et donc, c'est cette entité qui va gérer l'ensemble des missions d'intérim de management, enfin intérim de cadre, donc intérim management. Donc, vous pouvez aller, il y a un vrai marché, bien évidemment. Sur Bertrand, qui nous parle du management de transition, qui est une deuxième possibilité où là, on fait appel à des personnes qui sont souvent très qualifiées, qui sont expérimentées et qui vont travailler plutôt sous le format d'un projet et qui vont devoir mener à bien un projet. Donc, on n'est pas sur du remplacement, on n'est pas sur l'accroissement d'activité, on est plutôt sur un projet. Et là, effectivement, on a un marché du management de transition qui, depuis plusieurs années, continue d'évoluer avec du renfort d'expertise, mais qui est aussi lié à ce marché qui change énormément, où il y a énormément d'expertise qui se crée chaque année. Et donc, on va avoir besoin parfois d'insuffler pendant quelques mois quelqu'un qui est spécialiste d'un domaine. Et donc, le management de transition est aussi un vrai phénomène de fond. J'en parlais tout à l'heure des freelances, mais le management de transition en est un. Derrière le management de transition, vous avez trois types de contrats qui peuvent être cachés derrière. Ça peut être du CDD, ça peut être de l'intérim
ou du freelancing avec des personnes qui sont à leur compte. Et donc, on a aussi un vrai marché qui est très prisé par les profils qui sont seniors, qui parfois n'arrivent pas à retrouver tout de suite un CDI à leur niveau de rémunération, mais néanmoins trouvent un vrai gain avec le management de transition parce qu'ils travaillent sur des projets qui sont passionnants, sur des durées limitées. Ils peuvent être très bien rémunérés. Et donc, parfois, des personnes qui font 6 mois de mission, qui derrière font un break et reprennent une autre mission derrière. Donc, c'est aussi un vrai choix de vie qui est extrêmement apprécié. J'espère avoir répondu à votre question sur l'intérim de cadre et management de transition. J'ai une question de Célia, qui est jeune diplômée, qui nous dit: «Bonjour, en tant que jeune diplômé, beaucoup de cabinets de conseil proposent des salaires très bas. Comment négocier avec ces entreprises?» Donc ça, je pense que c'est une question que doivent se poser beaucoup de jeunes diplômés, puisque la tentation peut être assez forte aussi, de baisser le niveau de rémunération, sur ces populations-là. C'est pas le cas, dans tous les domaines, hein, notamment sur des postes de commerciaux où en fonction de votre niveau de diplôme, en fonction de votre premier stage ou de votre première expérience, il y a encore aujourd'hui des possibilités de bien valoriser votre parcours. Il faut challenger, ces entreprises, pour essayer de comprendre quel est le salaire d'entrée habituel et pourquoi on vous propose un salaire éventuellement inférieur. Ça, c'est des informations que vous pourrez récolter aussi sur des études de rémunération, que vous pourrez récolter aussi sur des sites, sur internet, pour essayer de comprendre quel est le salaire d'entrée. Est-ce que c'est, le salaire habituel ou pas? Et puis, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez, à la fois prendre date pour essayer de comprendre, si j'accepte ce niveau de salaire aujourd'hui, quand est-ce qu'il peut changer? Comment est-ce qu'il peut évoluer? De quelle façon? Savoir aussi s'il va évoluer en fonction de vos résultats, c'est aussi des choses qui peuvent être, définies dès le départ. En tout cas, c'est d'obtenir beaucoup plus de visibilité sur la suite et puis on l'a évoqué aussi durant le webinaire, alors évidemment le salaire, hein, c'est un enjeu majeur, mais quels sont les autres accessoires à la rémunération, qui peuvent rentrer en ligne de compte ou qu'il faut considérer, dans le package? On parlait de la formation, on parle de la flexibilité, de la qualité de vie. Qu'est-ce qui peut être valorisé? Les entreprises, quelquefois, valorisent pas toujours systématiquement, tous ces éléments-là. Donc il faut aussi en faire l'inventaire, pour essayer de comprendre si effectivement, cette proposition, est valable pour vous ou pas. Mais en tout cas, c'est prendre date et s'assurer parce que finalement, si vous avez un salaire que vous considérez plus bas sur le marché et qu'on vous explique que ça va être très, très compliqué d'être augmenté et que vous avez assez peu de prise, sur les résultats et qu'il y a peu d'accessoires à côté, bon, là pour le coup, c'est peut-être un peu plus facile de comparer cette proposition avec une autre. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, encore une fois, c'est plutôt l'approche qui va primer, plutôt que, les questions que vous allez poser. Il faut avoir une approche assez souple, assez agile, ne pas rentrer en confrontation avec un futur employeur, ne pas fermer des portes aussi, plutôt en ouvrir, pour entamer, une sorte de négociation ou, avoir un peu plus de visibilité et cette approche, on donne plein de conseils sur le sujet, hein, vous l'avez peut-être vu et en tout cas, on peut prenez contact avec nous, si vous ne les connaissez pas, parce que l'approche que vous allez définir est très, très importante et finalement, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre façon d'aborder les choses avec un futur employeur. Et je voulais répondre également à une dernière question. En fait, il y a énormément de questions sur l'emploi des seniors et je pense qu'il est important de répondre aussi à toutes ces personnes qui ont posé ces questions. De toute façon, quel que soit le marché, et je pense que ce marché-là, qui est plus compliqué, est un marché aussi sur lequel les seniors sont en train de chercher des emplois qui correspondent à leur niveau de compétence, à leur niveau de rémunération. Et je sais que pour certains, c'est parfois difficile d'aller trouver le bon poste. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. On est quand même sur un marché où il y a un certain nombre d'entreprises qui certaines vont demander des compétences minimales pour aussi avoir un niveau de rémunération qui rentre dans une masse salariale. Et vous avez aussi des besoins sur des profils qui sont compétents, qui sont expérimentés et sur lesquels les seniors ont leur rôle à jouer. Alors, c'est sûr que ça fait partie de notre métier, mais également du métier de chacun, que d'aller aussi insister sur le fait d'avoir des personnes qui sont expérimentées et qui sont capables, avec une moindre formation, de pouvoir finalement tout de suite délivrer de la valeur lorsqu'ils vont arriver en entreprise. Moi, je pense que pour toutes les personnes qui peuvent être sur ce webinaire, qui ont du mal, qui s'estiment seniors et qui ont du mal à retrouver, il faut insister sur des postes en CDI. Il faut s'ouvrir sur les types de contrats. Les seniors sont
sont accueillis à bras ouverts par de l'intérim, par des freelances, parce qu'on a besoin d'experts. On a besoin de personnes qui très rapidement comprennent la problématique d'une entreprise, comprennent la problématique d'un projet et sont capables de délivrer et d'apporter toutes leurs connaissances. Et souvent, derrière d'ailleurs ce type de contrat, il peut y avoir des offres derrière qui sont beaucoup plus pérennes, que parfois les seniors refusent parce que justement ils sont dans le jeu aussi de changer de projet, de changer d'entreprise et prennent un goût à cette liberté et aussi à cette montée en compétences de projet en projet. Mais en tout cas, moi le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est insister. Il faut aussi que tous les acteurs dont nous continuons à aussi aller porter la bonne parole. Et troisièmement, que vous ouvriez surtout en matière de contrat pour aller impacter des projets où on a besoin de gens qui sont extrêmement expérimentés. Merci Marlène. On va essayer de conclure ce webinaire. Donc, j'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. En tout cas, n'hésitez pas, on peut poursuivre ce chat en dehors du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement, à contacter le cabinet. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie d'avoir des conseils individualisés qui vous concernent personnellement, on est là pour ça, c'est notre métier. On a eu beaucoup de plaisir en tout cas à préparer et à faire ce webinaire avec vous. Et donc j'espère à une prochaine fois. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Excellente fête à tous. Merci pour votre dynamisme sur les questions. Ça démontre de l'intérêt, ça nous fait plaisir. Et on peut, en tout cas, on peut continuer les conversations pour ceux qui en ont besoin. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.